dernière cuvée de Beaune, Nicolas Rollin. Alors bonjour à tous, bonjour Ludivine, Alain, Cyril. Bonjour. 12 octobre, cuverie des Hospices de Beaune. L'occasion de faire un premier bilan. On a dégusté des vins. Ludivine, je vais te demander de reparler un petit peu de ce millésime 2015, ton premier millésime aux Hospices de Beaune. Oui, bien sûr. Un millésime haut en couleur, parce qu'on a commencé le vendanger tout début septembre. On a commencé le 2, juste pour mémoire. On a mis 7 jours pour tout ramasser, dans la mesure où tout était relativement mûr en même temps, aussi bien les blancs que les rouges. Après, c'est un millésime où on s'est vraiment fait plaisir en vinification, non pas parce qu'il était facile, mais parce qu'il nous a obligés à sans cesse nous reposer la question de savoir si ce qu'on faisait c'était bien, c'était ça qu'il fallait faire. Donc chaque cuvée a été menée vraiment de façon unique et pour ce qu'elle contenait en son sein. C'est vraiment du cas par cas. Donc dans l'ensemble, les rouges se sont vraiment livrés à des très belles extractions. On a des belles couleurs, on a des trames tanniques intéressantes qui sont nuancées aussi en fonction des terroirs, en fonction des niveaux de maturité. Et puis on a des vins blancs qui sont à la fois riches dans leur matière, mais pas inintéressants en termes d'acidité. Donc on a vraiment ce double intérêt sur des équilibres qui sont intéressants. Et puis un millésime à l'état sanitaire quasiment parfait. Je parle aussi sous le contrôle des autres techniciens qui sont là. Ça frôle la perfection, effectivement. Ouais, c'était vraiment très agréable à mener en tout cas. D'accord. On a beaucoup parlé donc, du côté chaleureux un petit peu du millésime. On se rappelle, un épisode climatique sur des mois de juin et juillet qui était chaud, ensoleillé. On a eu un mois d'août, un peu pluvieux, un peu plus frais. Parlez-moi un petit peu de cette relation entre la maturité, parce que vous parlez toujours de maturité, mais ce mot, je sais que chez les techniciens, il englobe beaucoup de notions. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu m'en parler? Et après, cette notion entre la maturité, l'acidité et après la texture, parler de matière, mais de ces raisins. Je pense que pour nous, la maturité, ça n'est pas que le seul et unique paramètre sucre, et donc degré potentiel. Derrière cette notion-là, il y a beaucoup d'autres choses. On parle de la maturité polyphénolique pour les rouges, on peut aussi parler de la maturité aromatique, parce qu'on travaille aussi sur des cépages quasiment uniques pour les blancs et pour les rouges. Donc si on ne s'intéresse pas à cette maturité aromatique, eh bien, on peut passer à côté de quelque chose. Donc, voilà, après, c'est important de... Ok. Pour revenir sur cet été chaud, effectivement, on a eu un épisode plutôt caniculaire et surtout de sécheresse. On aurait pu avoir des blocages de maturité, des grillures ou des échaudages sur raisin, mais on a eu ponctuellement quelques apports d'eau qui ont permis à la végétation d'être entretenue, la vigne résistant très bien en termes généraux à la sécheresse, mais il lui faut quand même un minimum d'eau. Et on a pu du coup entretenir les paliers de maturation et ne pas avoir de blocage de maturité globalement, même s'il y a quelques épiphénomènes où la vigne a pu s'ouvrir. Globalement, on a donc pu conduire des maturités à leur terme dans de très bonnes conditions. Ce qui peut expliquer aussi qu'on se retrouve avec des raisins, des fruits qui dégagent des arômes, et on en a parlé en vinification, des arômes de fruits frais qui étaient vraiment la bonne surprise. On a des acidités qui effectivement sont modérées, mais par contre on a des arômes de fruits frais qu'on a pu constater lors des vinifications qui étaient signe aussi d'une belle fraîcheur de raisin et qui se traduit d'ailleurs dans les vins à travers la longueur aromatique dans les vins. D'accord. Je pense que, déjà, effectivement, tous les millésimes se suivent mais ne se ressemblent pas. Et quand on est devant un millésime comme celui-ci, avec de la sécheresse, on peut effectivement se rappeler d'autres millésimes. Les gens ont mentionné, juste comme ça, tu fais allusion au fait que les gens mentionnaient 2003, 76. Oui, en termes de sécheresse, on parlait beaucoup de 76, sauf qu'effectivement, contrairement à 76, on a quand même eu de l'eau à partir de la mi-août. Et ça, je pense que la vigne a vraiment
récupérer cette eau salvatrice pour le millésime. Après, les millésimes sont vraiment différents et le vinificateur doit, comme disait Ludivine, se poser toujours la question. Et je tiens à féliciter Ludivine pour la qualité des millésimes, mais le fait de se poser la question, ce n'est pas de ne pas savoir quoi faire, parce que Ludivine, même si pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quand même quelqu'un qui vinifie depuis très longtemps en Bourgogne, et donc ça nous fait bien plaisir d'avoir quelqu'un d'aussi professionnel à la tête des vinifications des hospices. Mais voilà, malgré tout, même qu'on a de l'expérience, il faut qu'on se pose la question. Et cette année, ça a vraiment été le cas, puisqu'on a vu que des gens, effectivement, se sont arrêtés à la maturité sucre, c'est-à-dire il y a le degré, comme on dit, et on peut y aller. On y va. Ça, c'est des gens qui ont récolté un petit peu tôt, c'est ça, en voyant le degré. Mais voilà, ils ont peur, ces gens-là, effectivement, d'une montée de concentration de sucre, donc sucre égale équivalent degré. Sauf qu'effectivement, dans l'équilibre d'un vin, parce que là, on ne parle pas de vins qui vont être consommés dans les 6 mois, on parle vraiment de vins de garde. Les gens qui achètent les bouteilles s'attendent à prendre du plaisir assez rapidement si possible, mais aussi de pouvoir les garder pour les anniversaires, etc. Donc là, on a vraiment un devoir par rapport à ça, à faire le maximum pour qu'on fasse des vins de garde. Donc dans ce cas-là, il faut un équilibre. Et lorsqu'on a beaucoup de sucre, eh bien, on essaye de trouver le bon équilibre. Je pense que cette année, l'équilibre, il était fait par la concentration, la matière, et effectivement, ce potentiel alcoolique et tout le savoir-faire du vinificateur, c'est de trouver la bonne adéquation entre ce potentiel alcoolique et la matière, de manière à ce que l'extraction ne vienne pas mettre un peu trop de chaleur justement dans le vin, mais soit équilibré. Je dois dire que par rapport à tout ce qu'on a dégusté ce matin, chapeau, parce qu'on a vraiment des notions de terroir, parce que là aussi le danger, c'est qu'on va trop loin, c'est de gommer le terroir pour faire des choses un peu plus technologiques. Mais là, c'est pas le cas, on a vraiment des terroirs, des Volnay comme je les aime, comme on ne les a pas toujours, parce que voilà, Volnay est un finage qui est assez difficile, mais par contre, quand il est réussi, c'est vraiment un village dans la Côte de Beaune qui est complètement différent de ses voisins de Pommard et autres. Donc ça, c'est une belle réussite. Et puis, on a eu comme ça, on peut le partager, même si c'est très, très brut. On a eu quelques coups de cœur. Déjà, il y a des cuvées qui ressortent, c'est peut-être vrai aussi pour toi, Ludivine. Est-ce que, on peut dire des noms, on est entre nous. Oui, non, mais j'ai en tête Savigny, par exemple. Voilà, on a avancé effectivement que sur Savigny, il y avait une très belle cuvée sur Arthur Girard, parce qu'elle incarne vraiment le millésime comme on a pu le ressentir, à savoir que même s'il y a des différences d'une parcelle à l'autre et qu'elles se respectent, comme tu le disais, on a à la fois la concentration, parce que de petits rendements, parce que d'un millésime plutôt solaire, parce que aussi des phénomènes de concentration sur les fins de maturité, comme on a pu le voir, parce que récolté dans les meilleures conditions qui soient, pas une goutte de rosée, etc. Donc avec beaucoup de raisins, de petite taille, mi-rang, etc. Donc de la concentration, de la puissance, et en même temps ce fruit assez frais, voilà, cette longueur aromatique. Donc là, on a tout l'équilibre du millésime. La richesse en alcool, effectivement, ne fait pas un millésime, c'est aussi sa densité. Et là, cette richesse, elle est pondérée, elle est accueillie finalement par la densité, la matière qu'on peut retrouver dans les vins. Dans les vins, on pourra en discuter également sur les vins blancs où on a aussi ces facteurs de concentration. Et quand on parle de concentration aux hospices, c'est pas une idée en l'air. Tu nous parlais de 27 hectares, tout en sachant que si on voulait, entre guillemets, faire de l'argent en faisant du volume, on pourrait monter à 50 hectos. Donc voilà, il faut remettre, quand on parle de concentration, c'est pas rien, c'est quasiment presque la moitié de ce qu'on pourrait faire. Donc on a vraiment une année très, très concentrée. Et ça se ressent dans les vins. Ce qui va aussi faire ressortir les terroirs, cette concentration. En tout cas, c'est ce à quoi on a usé, au bon sens du terme, du moins passé beaucoup d'énergie, parce que je crois que c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse faire à un vinificateur, merci Alain, mais que de lui dire qu'on ressent effectivement certes la tendance du millésime, l'imprégnation du cépage bien évidemment, mais aussi cette identité si importante que le terroir porte, donc une appellation aussi supporte au sens vraiment sportif du terme. Donc c'est vraiment, voilà, pour moi c'était un gros point de... Je me suis
presque fait une obsession de dire qu'il fallait absolument réussir à retranscrire d'abord le terroir dans le millésime. Et alors, là, il y a une chose où ça m'a épaté, justement, quand on parle de concentration d'un terroir, c'est dans les blancs. Parce que quand on est dans une année où il y a beaucoup de soleil, effectivement, la première chose qui est dégradée, c'est quand même l'acidité. Et l'acidité, autant sur les rouges, il y a quand même maintenant beaucoup de gens qui aiment bien les vins un peu plus souples et qui sont moins habitués à avoir de l'acidité. Autant sur les blancs, on dit, il en faut quand même un petit peu, parce que, voilà, c'est ce qui donne l'attention et tout. Qui porte. Eh bien, je ne pense pas que ça soit réellement le cas cette année, puisque bon, les acidités elles doivent être un peu comme partout, comme chez nous, pas très élevées, et pourtant on a des belles tensions sur certaines cuvées. On a de la fraîcheur, on a de la minéralité. On a du terroir tout simplement qui s'exprime à travers ça, et là franchement c'est également une belle découverte, parce que pour les gens qui pourraient déjà commencer à dire que c'est une année plutôt à rouge, c'est pas vrai. La concentration donne des très belles surprises. Sur des cuvées également de blanc. Donc c'est là qu'on peut effectivement commencer à parler d'un très beau millésime en Bourgogne sur 2015. On a cité une cuvée en rouge, on peut en citer une en blanc, je crois. Enfin, de toute façon, c'est unanime chez nous, là, la cuvée de Saint-Romain. Oui, par exemple, qui est pourtant, bon voilà, qui parmi tout ce que fait les hospices, c'est pas la plus prestigieuse, et pourtant c'est déjà très bon, c'est très bon. Moi j'ai beaucoup aimé les Genévrières dans leur ensemble aussi, qui ont là pour le coup cette belle tension de terroir. Et puis bon, évidemment, Corton-Vergène aussi. Corton-Vergène, et puis Bâtard, Bâtard, honnêtement, pour moi, c'est une très très grande année. Bâtard, on peut toujours dire oui, Bâtard c'est bon parce que c'est le plus grand, donc ça doit être le meilleur. Mais il y a meilleur et meilleur. Là, c'est vraiment très meilleur. C'est vrai. C'est vraiment. Donc, non, mais vraiment, touche exceptionnelle. Avec ça. Oui. Et puis ça a été tout le challenge dans les blancs, ça a été de faire la guerre au programme de pressurage préconçu. Je disais tout à l'heure, on n'a pas lancé les pressoirs et puis on n'est pas parti faire autre chose. Donc on a été vraiment à la mai tout le temps à déguster. Des fois on a interrompu les pressoirs, on a ouvert les portes, on a regardé à quoi ressemblait la vendange, comment ce qu'on était en train de faire était en train d'agir ou pas, si on était en train au contraire, d'écrabouiller plutôt que d'extraire. Donc on referme les portes, on relance le pressoir, mais entre-temps le programme on l'a changé, on l'a rallongé, on l'a raccourci, on monte en pression, on descend. Et ça, alors les gens ne se rendent pas forcément compte du travail que ça représente, mais c'est un temps de fou à passer à faire ça. Alors si au final, effectivement, c'est d'arriver à coller tous les wagons ensemble, ça fait d'autant moins regretter. Ouais. Ça demande aussi une vraie connaissance technique, pour le coup, une technicité dans les outils, dans le matériel et dans le résultat qu'on veut obtenir. Oui, c'est sûr, mais il faut aussi admettre que ça, c'est notre cœur de métier, donc ça peut paraître un peu plus abstrait pour les gens qui ne le pratiquent pas ou qui le voient faire de loin. Après, je pense qu'il faut aussi se nourrir de beaucoup d'observations. On oublie parfois qu'il faut observer. C'est à la fois technique et sensitif. Ouais, exactement. Tu es toujours au chevet finalement de ton pressoir, de tes cuves et dans le ressenti, voir comment se positionnent les extractions, quel est le ressenti aromatique, Absolument. etc. Donc sur l'appui d'analyse, sur l'appui de technique, d'outillage, etc. Mais ça reste très sensitif, très réactif. Et on le redit souvent, mais chaque millésime étant très très différent. Ouais. Là, on a un millésime à part entière, assez fort dans son empreinte. Donc forcément, on est très à l'écoute de ce que nous dit ce millésime, de ce que nous dit la matière, pour pouvoir la travailler. Et puis on a vraiment aussi ce sentiment d'accomplissement, d'achèvement dans le souci de cette précision. Parce qu'on se rend bien compte que, de toute façon, c'est très clair, ni le chardonnay ni le pinot noir ne supportent la médiocrité. Donc ça remet les pendules à l'heure. Ça veut dire aussi qu'il faut être rigoureux, qu'il faut être précis à des moments clés. Je ne dis pas qu'on est non plus tout le temps sur les dents. C'est pas générateur de stress ou c'est pas anxiogène. Simplement, il faut avoir conscience qu'à des moments clés, comme un pressurage en blanc, il faut être là. Et que ça se mène... en observant et en dégustant. Ouais. Je ne veux pas faire l'ancien de service, mais c'est vrai. Tu es celui qui a le plus d'expérience, et pas l'ancien. Mais c'est vrai qu'en œnologie, depuis 30 ans, on a quand même amélioré beaucoup de choses dans la technologie, dans les méthodes, dans les outils que l'on a à disposition, tant sur la température que sur le pressurage et toutes ces choses-là. Mais justement, il ne faut pas tomber dans la facilité en disant il y a des programmes tout faits, il suffit d'appuyer sur un bouton. Le vinificateur, ou même le
vignerons, parce qu'on a la même chose dans les vignes, hein, c'est quand même l'homme qui doit décider de ce qu'il faut faire et le résultat dépend déjà de l'homme. Le reste, ce ne sont que des moyens. Parce que, bon, d'ailleurs, ça se saurait, on ne ferait pas... Il y aurait des grands mains partout. On ne serait peut-être pas là. Je ne vais pas vous dire ça comme ça, mais c'est un peu ça. Ok. Dernière question, la plus difficile, forcément. Si je vous demande de donner pour les rouges et pour les blancs, j'ai peut-être failli dire en 140 caractères, mais ça fait pas beaucoup. Mais allez, en 5-6 adjectifs comme ça, sur les vins rouges, 5-6 adjectifs, pardon, qu'on partage. En rouge? Oui, tu peux parler du millésime ou des vins. Moi j'ai un fruit croquant. Fruit croquant. Densité. Densité. Concentration. Concentration. On va regarder ceux-là. On peut dire plaisir. On peut dire plaisir. Je pense. Pour les blancs. Précision. Pureté. Présence aromatique. Présence aromatique. C'est pas exubérant, mais il y a une forte présence et de la longueur aromatique. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Ah oui, avec plaisir. Bientôt.